Hello! Comment vendre sur LinkedIn? Ça, c'est la question à 1 million de pancakes à laquelle j'aimerais vraiment bien avoir une réponse. Du coup, j'ai invité Pauline Sarda, qui est une vraie experte en la matière, pour qu'elle nous donne quelques pistes de réflexion sur le sujet. C'est parti! Moi, c'est Pauline Sarda. Donc, moi, j'accompagne principalement les entrepreneurs et les entreprises à devenir autonomes sur leur stratégie digitale et surtout à la génération d'opportunités d'affaires. Et donc, je suis spécialiste LinkedIn. C'est la petite carte, la petite carte en plus. Je fais beaucoup de coaching individuel. J'ai aussi des formations en ligne. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Si tu avais 3 conseils à donner à des freelances ou à des entrepreneurs qui cherchent à vendre sur LinkedIn, en fait, qu'est-ce que tu donnerais? Le premier, c'est de bien travailler sur les bases de son business. Ça, c'est valable pour tous les réseaux sociaux, mais c'est valable aussi pour LinkedIn. Donc, vraiment, bien travailler vos offres, bien travailler votre client idéal, qui sait, même si c'est pas directement en lien avec LinkedIn, en tout cas, on a l'impression. Ensuite, je pense que c'est être proactif et saisir les opportunités, arrêter d'attendre que les choses viennent par magie, hein. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ça se passe comme ça quand ça fait un petit moment que vous communiquez. Moi, j'ai atteint ce niveau-là aujourd'hui, même si, attention, il ne faut pas relâcher, hein, parce que ça peut être très facile aussi de se dire, ouais, c'est bon, les gens, ils me connaissent, ils viennent tout seuls et tout. Non, 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 non. C'est justement là où il ne faut pas lâcher. Un business, on le développe tout le temps, hein. Le développement commercial, le développement digital, c'est tout le temps. C'est pas juste à certaines phases, c'est tout le temps. Donc, vraiment être proactif et saisir les opportunités et puis se poser des objectifs. Parce que ça, personne ne le fait, en vrai. Donc faites-le. Posez-vous des objectifs, vous aurez un cap. Ça va vous permettre de poser un plan d'action et de savoir où vous allez et ce que vous allez faire et surtout quoi réajuster parce que vous allez tout suivre. Alors, la question qu'on pose le plus souvent aujourd'hui, c'est comment tu as commencé, comment t'en es arrivé là, en fait? En fait, si j'ai misé au démarrage sur LinkedIn, c'est parce que j'ai travaillé dans une startup qui était en B2B et j'ai dû travailler pour eux sur LinkedIn pendant 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, en fait, j'ai été obligée de me former à LinkedIn, d'apprendre et j'ai commencé à communiquer pour moi. Ouais. Ça a commencé comme ça, progressivement. Et puis, dès que ça s'est terminé, en fait, c'était un stage. Dès que ça s'est terminé, j'ai commencé à publier, hein, comme n'importe qui d'autre. Il y a pas de recette magique, en tout cas pour le démarrage. J'ai construit ma ligne éditoriale, j'ai commencé à communiquer. Et voilà. Les premiers posts que j'ai faits, c'était d'ailleurs pendant facile un an et demi, je ne faisais que des posts avec que du texte, pas Mhm. d'image, rien. Ça se fait encore beaucoup sur LinkedIn, mais maintenant, ça s'est quand même plus décliné avec les carousels, les infographies, etc. Et donc, mes contenus, c'était des tips, hein, des tips de marketing digital. Et voilà. Ouais. Et ça a marché tout de suite ou Alors non, ça n'a pas marché tout de suite. Bien sûr que non, ce serait non, non, ça n'existe pas de toute façon ça. Et je dirais que ça a commencé à décoller peut-être 5 mois après. Ouais. Alors Ouais. après, c'est hyper régulier, hein. Il n'y a aucun arrêt, hein. Ça c'est clair, hein. Sans ça, j'aurais pas pu faire monter l'engagement comme ça. Ça Ouais. c'est sûr. J'arrivais à faire juste avec mon contenu, j'arrivais à en faire un levier d'acquisition, même Ouais. s'il n'y avait pas beaucoup d'engagement. Et du coup, là, vu que tu en parles, à l'époque, ça te rapporter à peu près combien de clients? C'était combien de ton taux d'acquisition, par rapport au reste, aux autres? Au démarrage, donc dans les 6 mois, j'ai closé ouais, à peu près une moyenne de un par mois. Ouais. Pour un démarrage, c'était plutôt bon, quoi. Et en comparaison avec, la prospection, par exemple, ou les autres, canaux d'acquisition? Alors, moi, j'ai jamais fait de prospection pure. Ah! Jamais. J'ai tout misé sur l'inbound, mais attention, j'ai misé sur de l'inbound lié à de l'outbound. Ça veut dire que j'ai pas fait de prospection pure. Par Mmh. contre, je suis allée chercher le client. J'ai pas attendu que le contenu il soit magique et que le client il vienne tout seul. Est-ce que tu peux expliquer ça, par exemple? En fait, l'inbound marketing permet de générer des réactions, même si on n'a pas beaucoup. Dans ces réactions, on va identifier des profils cibles. Bah, au lieu d'attendre bêtement quelque part, bah faut aller discuter quoi. Faut aller échanger, faut Mmh. aller converser. Et c'est comme ça que les choses se passent. Donc vraiment, c'est pour ça que je fais vraiment la différence entre engagement et acquisition. Moi, mes posts
font le plus d'acquisitions, qui ont un plus bon ROI en termes de closing, on va dire, enfin pas closing, mais conversion, c'est pas mes posts qui font le plus d'engagement. Les posts qui font 1000 likes, etc. Ah oui, c'est génial, hein, y a plein de gens, les gens vous adorent, les gens, etc. Et ça close pas. Mais ça, tu l'expliques comment? C'est parce que les sujets qui font beaucoup de likes, c'est des sujets qui sont moins précis peut-être ou moins niche? Alors, moi, je pense, enfin, c'est pas je pense, je suis presque sûre à 100% que c'est ce qui se passe. Je le vois chez d'autres créateurs de contenu, je le vois auprès de mes clients, je le vois avec mes contenus à moi aussi. Les contenus qui fonctionnent très bien sont les contenus très storytellés, très le parcours, les échecs, les valeurs, etc. Alors ça, c'est magnifique, hein. Ouais. Mais il n'y a pas d'acquisition derrière. Il n'y en a pas. Donc, c'est bon pour développer son personal branding, il faut le faire, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais vraiment, les contenus qui fonctionnent très, très bien, qui vont faire un buzz sur LinkedIn, ça va être ce type de contenu-là. Alors que les contenus que moi j'appelle contenus d'activation, c'est des contenus qui vont permettre de générer une conversation derrière, une conversation qui va permettre d'obtenir un rendez-vous, de vendre, d'être dans le concret. C'est des contenus qui sont plus ciblés, problématiques cibles. Mais en tout cas, il y a moins d'engagement. Tu as un Clairement. exemple en tête d'un post que tu as fait récemment d'activation contre un post inspiration plutôt? Ouais, un post inspiration, j'en ai fait un récemment sur mon parcours scolaire qui a été chaotique. Ouais. Je crois que j'ai fait 1700 likes et je sais pas, 200 et quelques commentaires. Zéro acquisition, zéro. Attention, je dis bien zéro, rien. Rien du tout. C'est vraiment hyper important de le notifier parce que beaucoup de gens s'attachent à ça et je pense qu'il faut s'attacher aussi à d'autres choses. Post d'activation, j'en ai plein. Ils sont à partir du moment où le contenu va parler à une de mes cibles et va permettre d'éveiller la problématique chez l'audience. Moi, derrière, je vais pouvoir avoir une conversation qualifiée et pas une conversation c'est génial ce que tu fais, raconte-moi qu'est-ce que tu fais, et puis parler pendant des heures dans la messagerie. Non, une conversation qui permet vraiment, qui fait levier et qui permet d'obtenir un rendez-vous derrière. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je me demandais, est-ce que tu penses pas en fait que les contenus quand même, genre visibilité pure, même s'ils servent pas à faire des ventes directes, ils servent pas quand même à asseoir une forme de crédibilité ou de légitimité auprès de tes clients? Alors, auprès de mes clients, à moi, oui. Mais pourquoi? Parce que je fais du coaching business digital, donc je suis ma propre vitrine. Donc oui, pour moi, bien sûr, c'est utile pour ça, pour faire preuve sociale, en fait. Mais dans énormément d'autres activités, c'est absolument pas besoin de cette légitimité-là. Concrètement, ça va servir pour gagner en visibilité, avoir un coup de boost, faire une sorte de buzz. Mais derrière, c'est pas ça qui va vendre. Aujourd'hui, du coup, là, tu fais à peu près, c'est quoi tes métriques d'engagement? Alors là, aujourd'hui, j'ai un peu plus de 38 000 abonnés. Donc déjà, il faut savoir que c'est bien pour la visibilité, ça fait plaisir, etc. Mais il faut aussi savoir que plus on a d'abonnés, plus il y a des touristes aussi. Donc moi, aujourd'hui, je suis à peu près à 4% d'engagement, Ouais, tout en c'est pas sachant mal, hein? que, ouais, c'est pas mal, C'est plus que moi. en moyenne. Mais le plus important, enfin, la plupart du temps, c'est des objectifs business qui se cachent derrière. Mmh. Et le plus important, c'est la partie business. C'est pas forcément la partie combien je fais des likes, quoi. Hein, Ouais. les likes, c'est pas le chiffre d'affaires. Hein. Alors donc si on reprend en fait ta stratégie, donc toi ce que tu fais, c'est que tu as quelques petits posts en fait qui sont à fond légitimité, visibilité et après à côté, tu as des posts très axés, problème client. Est-ce que là-dessus tu as des conseils à donner sur comment les faire? Après, je différencie deux types de contenus pour moi. Il y a les contenus problématiques ciblés, et il y a les contenus d'activation qui pour moi vont être un peu différents parce que les contenus d'activation, on va vraiment les rédiger pour générer une conversation derrière. Ça ne veut pas dire que les contenus problématiques ciblés ne vont pas générer de conversation, mais en tout cas, les contenus d'activation, ils vont plutôt être créés à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va plutôt prendre, pour démarrer, pour trouver sa thématique de contenu, on va plutôt prendre la réponse qu'on aimerait avoir de notre prospect
suite à une conversation et on va partir de ça. Tu as un exemple en Alors, tête? un contenu d'activation, je me souviens, qui a bien marché, c'était sur la ligne éditoriale. Et donc là, ma question de fin de contenu, est-ce que vous avez travaillé vraiment sur votre ligne éditoriale, point d'interrogation? Si c'est pas le cas, je suis pas étonnée que vous ayez pas de résultat ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu ce que j'attendais moi, c'est que les gens qui n'ont pas travaillé leur ligne éditoriale se manifestent. En se manifestant, moi j'ai pu avoir une conversation derrière. Ok, tu utilises LinkedIn, tu utilises LinkedIn pour développer ton activité. Qu'est-ce que tu as fait depuis? On commence à discuter. Et si la conversation prend, c'est-à-dire que si la problématique, elle est avérée, si moi j'arrive à qualifier le contact, si c'est le bon timing, on propose un call, on obtient le call, on sort de LinkedIn. Et après, il y a la phase de vente qui rentre en ligne de compte, quoi. Donc les contenus d'activation, comme tu disais, tu poses une question, tu y réponds, et cetera. Et ensuite, ceux qui commentent ou ceux qui likent, tu vas les chercher et tu vas engendrer la conversation avec eux. Et comment tu t'y prends là pour engendrer la conversation avec eux? Et ben là, ça dépend de la. On va dire qu'il y a des scénarios différents qui vont quand même se revenir, mais en partie, c'est grâce à ce que je vais dire dans ce contenu. Je vais poursuivre l'échange sur la thématique du contenu. Donc ça veut dire que concrètement, si le contenu il est pas bien ciblé, entre guillemets, il n'est pas bien écrit, la question de fin de contenu n'est pas bien faite, c'est plus difficile après d'engager une conversation. Donc ça veut dire que tout part du travail de fond finalement sur le client idéal, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce que je dois lui dire, qu'est-ce qu'il a envie de savoir, quels sont ses centres d'intérêt, comment il a envie que je lui parle. Il y a tout ça alors il n'y a que ça, voilà. Mais déjà rien que ça là, il y a 85% des gens sur LinkedIn qui l'ont pas fait. Quand tu as vraiment un truc à promouvoir, tu vois, un produit, une masterclass, un truc qui se passe à un moment T, comment tu fais? Parce que ceux-là, ces posts sont vraiment compliqués, non? Ouais, non, c'est sûr, ils sont compliqués, très compliqués. Moi, le peu de promo que je fais sur LinkedIn, clairement, je me casse la tête, hein, mais vraiment, je me casse la tête pour faire quelque chose qui intéresse et qui serve mon objectif. C'est très compliqué, mais je trouve que par exemple, toi, tu les fais très bien, ces Ah bon? contenus-là. Merci. Oui, tu les fais très très bien Je me parce que casse la tête aussi, hein. voilà, je suis pas étonnée. Tu les fais très bien parce que, juste, je précise peut-être pour ceux qui vont nous écouter, le contenu promotion, c'est pas que promouvoir directement une offre. Ça peut être promouvoir une newsletter, promouvoir un contenu sur autre chose, un webinaire, ce que vous voulez, c'est un contenu promotionnel. Peu importe ce que c'est. En fait, l'idée, c'est vraiment il faut toujours apporter quelque chose, il faut toujours penser à ce que l'audience a besoin. Et l'audience, elle veut avoir un intérêt à s'inscrire à ce que vous lui demandez, déjà. Si vous faites un contenu promotionnel très frontal, vous allez avoir, je sais pas, 20 likes, et puis en plus de ça, ça va même pas convertir derrière, donc ça sert à rien. Donc je pense qu'il faut vraiment, finalement, les construire en teasing et apporter de la valeur. Et la promotion, c'est le petit plus, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui vient terminer. Mais c'est en aucun cas l'information principale. C'est ça, en fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est Mm. complètement ça. Je pense qu'il faut décaler le débat et puis le mettre vraiment ailleurs et inscrire ça dans un sujet un peu plus grand et pour que, en fait, les gens ils aient quelque chose et qu'ils s'y retrouvent et puis qu'ils se sentent pas que c'est vraiment de la publicité et plus qu'on les C'est aide, quoi. ça. Parce que sinon, c'est compliqué. Si dès Ouais, la sinon, première ligne, on sait qu'on va nous vendre un truc, c'est mort, en fait. mais exactement. Non, mais complètement. Après, on peut le faire de temps en temps. Je dis pas qu'il faut jamais Mmh. le faire. Voilà, je Ouais. pense qu'il faut pas non plus se brider. Mais le problème, je le vois beaucoup en accompagnement individuel avec certains clients qui sont trop là-dedans, quoi. Ils veulent absolument promouvoir. Puis ils me disent, oui, mais Pauline, si je parle pas de mes offres, qui va les acheter? Non, non, mais non. Ça se passe pas comme ça, en fait. Ça se passe plus comme ça. Les réseaux sociaux ne sont pas un panneau publicitaire qu'on paye et puis on dit, hey, c'est bon, venez acheter chez moi. Bon, ça fonctionne pas. Les gens, ils ont besoin de plus que ça. Aujourd'hui, quand on communique sur les réseaux sociaux, on devient un média. Et si ça vient de
tel média, ça aura plus d'impact que si ça vient de l'autre. Moi, typiquement, j'ai fait face, malheureusement, c'est allé assez loin à quelqu'un qui me plagie, mais de manière très frontale. Hein, là, pour le coup, c'est tout. Hein, les textes, les Ouais, newsletters, je enfin l'ai vu tout. passer ce Voilà. post. Donc, absolument tout. Et elle a beau copier tout ce que je fais, mot pour mot, hein, sur certaines choses, ça ne marche pas autant que si c'était moi qui le faisais. Donc, ça veut dire qu'il y a une importance de média, de qui vient le message, forcément. Donc, une question de légitimité, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, sur LinkedIn, c'est pas parce que vous avez une audience que automatiquement le succès est là. Et pas toujours là, quoi, en fait, en réalité. Ouais, j'ai fait un post, j'ai fait un article là-dessus que j'ai Mhm. partagé dans ma newsletter, où en fait j'analysais un flop de Grégoire Gambato, où il a fait 50 likes, ce qu'il fait jamais. Et du Mhm. coup, j'expliquais que, ce que tu viens de dire, en fait, que t'as beau avoir 100 000 followers, en fait, il n'y a aucune corrélation entre les deux, finalement, sur Mhm. LinkedIn. Et c'est la seule, alors que sur Instagram, on n'imagine pas un seul instant une nana avec 100K faire un post à 50 likes, quoi. Genre, c'est Non, pas possible, tu vois. On se c'est dit, bah clair. non, là, c'est vraiment la honte. Mais sur LinkedIn, c'est possible. Mais en revanche, je disais, c'est que l'avantage dans lequel il jouit, c'est qu'en fait, s'il a 100 000 followers, c'est qu'il est connu un peu dans la vie. Et du coup, quand on voit sa tête passer dans le feed, on va plus avoir tendance à regarder que de quelqu'un qu'on connaît pas. Exactement. Ouais, complètement. Ça revient à ce que je dis. Ça Ouais, dépend de qui ça vient. ouais. Exactement. Et ça fait pas plaisir à entendre, mais ça prend du temps. La légitimité, la preuve sociale, la vraie, en fait, l'influence ne s'achète pas. Je peux pas dire mieux. Ça ne s'achète pas. Donc, ça, c'est normal que ça prenne du temps. Ouais, c'est hyper intéressant. Et est-ce que tu as des petits outils que tu utilises pour optimiser toute la partie message, justement, ajouter les gens, se connecter, etc. Alors, je vais sûrement, ceux qui ne me connaissent pas, voilà, c'est eux, ils sauront pas, mais je vais sûrement, je pense, en, beaucoup pensent que j'en utilise, mais je n'utilise aucun outil d'automatisation. Hmm. Rien, 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 rien. Après, je pense qu'il y a quand même Phantom Buster, tu vois, qui peut aider à connecter avec des gens. Bon, moi, Ouais. j'utilise pas, mais je sais que pour certains, c'est assez cool si on veut grandir assez vite l'audience, tu vois, de se connecter automatiquement avec toutes les personnes qui ont commenté, par exemple, les posts, des trucs comme ça peut être pas mal. Oui, non, non, mais complètement. Je ne dis pas que Ouais, tout est à jeter. Hein. Non, non, bien sûr, je suis je suis neutre hein, finalement, parce que je pense que ça peut être utile parfois, et c'est juste que c'est quand c'est mal utilisé tout simplement que c'est trop. Mais en tout cas, moi personnellement, pour me développer, moi, j'utilise pas. Après, c'est sûr que j'avoue que pour moi aujourd'hui, c'est génial ce qui m'arrive. Mon business fonctionne super bien et tout. J'ai vraiment beaucoup de chance. Bon, j'ai travaillé aussi, mais j'ai vraiment beaucoup de chance. Et le truc, c'est que je suis très, très, très sollicitée. Et du coup, c'est pas toujours facile. Il y a des jours, je ne sais plus où donner de la tête. Pourtant, je travaille avec des freelances, j'ai un bras droit, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi tout le temps. Enfin, je veux dire, voilà. Mais je peux pas toujours répondre, et c'est sûr que c'est aussi dans ces cas-là que des outils d'automatisation peuvent aussi complètement aider. Mais j'ai fait le choix, pour le moment en tout cas, par exemple, quand j'accepte une demande de connexion, je préfère ne pas envoyer de message de remerciement plutôt que de l'automatiser. merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. C'était trop sympa et c'était Ouais, un bah ouais. plaisir de te recevoir aujourd'hui. Question très importante, où est-ce qu'on peut te suivre? Bah, bien évidemment sur LinkedIn, hein, premièrement. Deuxièmement, sur Instagram, je suis très, très active sur Instagram. C'est pauline.irl. Bon, après, vous me trouverez si vous tapez Pauline Sarda. Hein. Et puis, ma newsletter, 1,25, où vous vous abonnez directement sur mon site. Et voilà, c'est pas mal. Yes, salut à toi. Bye bye. Et bah voilà, c'est fini pour cette interview avec Pauline Sarda. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi j'ai trouvé ça hyper cool. J'ai appris plein de trucs, notamment sur les postes d'activation, la promotion, la crédibilité, VS la légitimité ou VS l'acquisition et les ventes. Donc j'espère que pour vous, ça vous a résolu certains de vos problèmes aussi et que maintenant je vais vous voir poster un peu plus sur LinkedIn et que vous allez faire des ventes. Salut!